Vendredi 11 novembre de l'année 2016, mesdames, messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver sur la chaîne du futur LCF et aussi sur la radio City FM 89.9 MHz partout dans la région maritime et aussi une partie des plateaux. On se retrouve encore une fois pour notre émission Talk Talk. Nous sommes aujourd'hui au numéro 99. Dieu est avec nous, si peut à Dieu. Lundi, on sera au numéro 100. Grâce à vous, grâce à votre fidélité. Ce matin, je reçois comme d'habitude les confrères pour décrypter l'actualité de ces dernières heures chez nous ici au Togo et aussi dans le monde. Le premier nom, Carlos Komnavi-Ketou. Il est le patron du journal L'Indépendant Express. Bonjour. Bonjour Junior, bonjour chers téléspectateurs. En face de Carlos Ketou ce matin, nous avons Credo Adjetete, le patron du journal Le Médium. Bonjour. Bonjour Junior, bonjour Carlos, c'est un plaisir de vous retrouver ce matin encore sur ce plateau. Alors dans exactement 30 minutes, nous aurons sur ce plateau comme invité Nicolas Dopessé Larsson, il est le président du Parti du Renouveau et de la rédaction PRR. Maintenant, monsieur, voici la une des journaux. La une des journaux de ce vendredi 11 novembre 2007, nous commençons par le quotidien privé Forum de la semaine de Dimas Dikodo. Le journal titre Coopération, un instant, vous permettez, un instant, Forum de la semaine titre Coopération parlementaire avec les pays d'Afrique, Louis Michel en mission à Lomé. Immigration, le Togolais daté Roué d'accord finalement expulsé de la Belgique. Hôpitaux publics du Togo. Quand les médecins confondent compassion et arnaque des patients. Dans les cas de l'élément l'alternative de Ferdinand Messa Haïti, logements sociaux, les réalisations de John Dramani en 4 ans de pouvoir et les cases de Ford Yassingbe en 10 ans de règne. On peut avoir la une de l'alternative, merci à Nestor Akapovi, logements sociaux, les réalisations de John Dramani en 4 ans de pouvoir et les cases de Ford Yassingbe en 10 ans de règne. USA trompe l'onde de choc. Préparatifs pour la Cannes Gabon au cœur du jeu d'intérêt autour des éperviers. Dans les cas également ce matin, le quotidien privé Liberté qui titre Assemblée nationale, interpellation du gouvernement, statut de Wassem, actionnariat du Premier ministre, prix du ciment au menu. Du flou maintenu par Sani Yaya sur le cas Selom Klassou. Un mois après la belle excuse du sommet, Fort Nyasingbe fait toujours semblant d'oublier les réformes. Le rayonnement international, la nouvelle priorité du pouvoir. Donald Trump à la Maison Blanche, l'immigration aux États-Unis désormais en péril. Interrogation dans la réponse de tout dans le journal Liberté de notre frère Médard Amétépé. Dans la caisse également ce matin, le journal Économie et Développement qui titre les nouvelles sur le Togo émergent. Attendez, économie. Victoire surprise de Donald Trump, l'onde de choc économique d'une Amérique protectionniste. Toujours la une de ce journal, dépréciation du Naira. Une bombe socio-économique en gestation dans la sous-région. Des importateurs togolais payent déjà les frais. Avec nous également ce matin, chronique de la semaine de Dominique Aliziou. Élection présidentielle aux USA, le tonitruant Donald Trump prend le pouvoir. Le sang de Muammar Kadhafi a empêché Hillary Clinton de gagner la Maison Blanche. Validation par le Togo de 2 nouveaux indicateurs du processus MCA. Un grand pas franchi vers l'éligibilité au compact. Le perroquet de Jama vit avec nous ce matin, problématique de la connexion Internet au Togo. Sina Lawson, incompétence, ses promesses synagmatiques et son projet bidon d'installation de Wi-Fi public. Après son retour triomphal, Maître Dodiapé va tisser sa propre hutte. La nouvelle tribune de Elom Atisogwe avec nous ce matin, diaspora togolaise. Licencié après une fausse couche au travail, Ayele mobilise la France. Parole au président du conseil l'administration du CR de Togo, Dr Achou Kwasi, l'opposition togolaise semble perdre de vue l'essentiel. Enfin, avec nous ce matin, le changement. Jumelage Togociel Togo Télécom qui sera la tête de la nouvelle structure et que vont devenir les anciens DG. Création de nouveaux partis, APVON avait-il besoin de faire tout ce bruit? Problème d'équipement dans le nid des éperviers, la preuve de la mauvaise gestion qui continue à la FTF. Retour en studio avec d'autres journaux papier ici, nous avons des versions papier également. Rapidement, on peut avoir une. Le journal Libération. Libération, dans les cases qui titrent le mandat social du chef de l'État en marche. La NJSPF dans des kits scolaires et table banc aux établissements de Mango, une action sociale de Fort Yassingbe. Le journal Pour la patrie l'Union de Eric Hugues Johnson est avec nous également. Ce journal titre
Finance inclusive en 2016 par les produits APCF, AgriCef et AGICEF, 700 000 nouvelles personnes touchées. Togo réveil de notre confrère Germain Pouli et également de l'Écosse. Le journal titre à sa une élection américaine et nouvel ordre mondial Donald Trump ou le message des Américains au reste du monde. Et bien c'est tout pour la une des journaux de ce vendredi. Le jingle est derrière la première partie de l'émission. Retour en studio avec nos invités, Carlos Quito de l'Indépendance Presse et Crédit TT du Médium. Bonjour, chers confrères. Bonjour, Junior. On va commencer par dans le Togo, notre pays, avec ces propos de l'ambassadeur des USA. Alors, David Grimour s'exprimant le jour de l'annonce de la victoire de Donald Trump à la présidentielle américaine a rappelé le mot de désignation du président américain. Tout commence donc au niveau local. D'où la nécessité pour lui, ou bien pour notre pays de Togo, de choisir aussi des élus locaux. Et il fait allusion aux élections locales devenir un serpent de mer qui ne sort jamais. Oui, non, je crois qu'il n'a fait que replanter un décor que nous connaissons déjà. Donc c'est un appel que l'ambassadeur des États-Unis est en train de lancer encore à toute la classe politique togolaise afin qu'on puisse réellement réfléchir sur la nécessité d'aller aux élections locales, parce que les élections locales vont essayer de décentraliser les pouvoirs et permettre aux communautés locales de se développer, de porter elles-mêmes des projets en vue du bénéfice des populations. Alors, on l'a vu, l'ambassadeur des États-Unis au Togo, David Grimour, demande au gouvernement togolais de publier une feuille de route en ce qui concerne les élections locales. Oui, c'est un message assez clair qui vient à la suite des différentes interpellations du chef de la délégation de l'Union européenne, Berlanga, qui a toujours appelé les autorités togolaises à organiser les élections locales. Et puis, ce n'est pas une requête, une faveur que ces corps diplomatiques, responsables des corps diplomatiques demandent. C'est une obligation pour l'État qui a envie de s'épanouir ou qui doit s'épanouir, qui doit épanouir ses peuples, de pouvoir organiser ces élections locales qui constituent la base de la démocratie. Mais on semble comprendre que l'autorité est réfractaire à l'organisation de ces locales et ce rappel de l'ambassadeur des États-Unis vient comme une façon de pouvoir exprimer le ras-le-bol d'une classe politique togolaise qui attend depuis très longtemps que les élections locales soient organisées et que ces élections locales soient toujours reportées à la Saint-Glinglin. Donc les autorités ont cette responsabilité de pouvoir rapidement situer l'opinion, que ce soit l'opinion nationale et les partenaires notamment, qui sont d'ailleurs prêts à financer ces élections, à pouvoir aller très vite pour qu'on n'en arrive pas encore aux élections législatives de 2018 et rester là encore à traîner les boulets des élections locales qui n'auront jamais lieu. Alors, après les ambassadeurs de l'Union européenne au Togo, de l'Allemagne, de la France, aujourd'hui maintenant celui des États-Unis, qui donc invite le gouvernement togolais à aller vite vers les élections locales. Alors, quelle devait être l'attitude du gouvernement togolais face donc à ce nouvel appel? Non, je crois que le gouvernement togolais ne devra pas rester sourd à l'appel des missions diplomatiques, parce que c'est un constat qui est fait. Il y a nécessité d'aller à ces élections locales si on veut que nous puissions mieux développer notre pays. Donc le gouvernement togolais doit prendre au sérieux cet appel des missions diplomatiques et puis mettre la machine vraiment en route afin qu'on puisse très rapidement aller vers ces élections locales. Carlos le disait tout de suite, en 2018, donc nous aurons encore les législatives. Donc il faut que le gouvernement soit clair, fasse une sortie pour dire, est-ce qu'on a envie de coupler les locales aux législatives, qu'on puisse le dire et qu'on puisse commencer par dérouler le tapis. Si oui, on veut coupler les législatives et les locales, donc là, il y a des obligations, il y a des pas, des actes qu'il faut prendre. Sinon, si c'est dans le sens contraire, on veut dissocier et les locales des législatives, au moins que la classe politique et surtout les populations savent à quoi s'en tenir. Donc il y a cette urgente nécessité d'aller aux élections locales. Maintenant, la question de savoir quelle est la partition que le gouvernement veut jouer assez rapidement. Est-ce que c'est une partition assez couplée où il y a toutes les notes musicales, ou bien on veut encore serrer ça en deux petites partitions? Mathématiquement, entre avril et mai 2018, on ira aux élections législatives au Togo. Alors, est-ce que vous pensez que dans
ce laps de temps-là, d'ici mai, avril 2018, le Togo peut organiser les locales avant les législatives ou bien faudra-t-il coupler comme le pense le confrère? Mais pour ce qui concerne une démocratie, pour ce qui concerne l'instauration d'un état de droit et de démocratie dans un pays, il n'y a pas de temps à perdre et puis il n'y a pas de priorité à définir pour dire que nous n'avons pas le temps de faire ceci. Mais c'est depuis 2006 que la question des élections locales se pose. Depuis 2004 avec les 22 engagements. Bon, 2004 avec les 22 engagements qui étaient beaucoup plus restreints, avec l'accord politique global qui a encore beaucoup plus élargi le champ de la possibilité ou de l'obligation d'organisation de ces élections locales. Si les autorités togolaises avaient la bonne volonté, avaient la volonté politique de l'organiser, je sais que ce serait fait depuis très longtemps, bien avant même les dernières élections législatives. Mais c'est parce qu'on sent une certaine réticence, on ne sait pas les motivations. Peut-être que les autorités pensent qu'en organisant les élections locales, elles seront dépourvues de leur base qu'elles ont inféodée au pouvoir. Vous savez, aujourd'hui, le pouvoir décentralisé, entre guillemets, est totalement fondu aux partis politiques. Les préfets, pour la plupart, sont à la solde du parti, et les maires ou les délégations spéciales qui, de façon scandaleuse, continuent d'être nommés à la tête de certaines délégations et constituent des bras droits, ou je peux dire des bras armés du pouvoir en place. Et cela ne peut pas favoriser une certaine décentralisation. Dans tous les pays, en Allemagne, même au Bénin côté, c'est la décentralisation qui fait évoluer le pays. Les maires sont puissants, et les responsables communaux sont puissants. Les élus locaux. Mais si ils font des promesses et ils n'honorent pas ces promesses-là, mais ils sont sanctionnés à la prochaine élection. Mais cela devrait se passer comme ça au Togo, et cela devrait monter. Vous savez que quand les élections locales sont bien organisées et qu'on a des élus locaux responsables, cela impute directement sur les élections législatives par rapport aux députés. Et naturellement, par ricochet, les élections présidentielles aussi ont cet avantage de pouvoir avoir des gens qui sont des candidats véritablement représentatifs. Mais si l'autorité se rechigne à pouvoir s'engager dans l'organisation des élections locales, c'est qu'il y a un véritable problème, il y a une crainte ou une certaine irresponsabilité de la part des autorités togolaises à pouvoir s'engager dans cette logique que tous les partenaires imposent et exigent. Et cela devrait passer par là pour qu'on puisse évoluer dans cet état de droit et de démocratie. Le professeur de philosophie, Baglo Kokovi, a l'habitude de dire, il a dit à plusieurs reprises sur ce plateau, que le gouvernement togolais se décidera à organiser les locales si seulement si il est sûr de les remporter, du moins le parti uni est sûr de les remporter. Est-ce qu'on peut conclure à ça? Parce que depuis plus de bientôt 30 ans, il n'y a pas eu d'élection locale au Togo. Non, mais aller à cette conclusion, à cette confirmation de cette conclusion, je ne saurais dire grand chose parce que je ne sais pas quelles ont été les analyses qui ont été faites par le professeur Maglo Akokouvi, mais nous convenons tous sur ce plateau, et tous les Togolais conviennent qu'il faut aller à ces élections locales. Donc c'est devenu aujourd'hui pas une contingence, mais une nécessité. Une nécessité pour toute la classe politique togolaise. Et lorsqu'on dit classe politique togolaise, c'est aussi bien celle qui est au pouvoir que celle qui est à l'opposition. Donc là, il faut dire, si nous allons rapidement à ces élections locales, donc c'est engager autrement cette démocratie à la base, parce que c'est ce que le confrère disait tantôt. Donc il va falloir s'appuyer sur cette démocratie à la base pour développer dans un premier temps nos communautés afin que des projets soient portés par ces communautés elles-mêmes. Donc là, je crois, avec cet appel, cette sortie de l'ambassadeur des USA, si la classe politique s'organise aussi au mieux, donc je crois nous pouvons aller à ces élections locales très rapidement. Mais l'autre question est de savoir, est-ce qu'aujourd'hui nous avons les ressources nécessaires pour tenir les élections locales dans un bref délai et coupler et faire dans 1 an et demi les Mais les partenaires se sont toujours montrés, ils sont toujours dit prêts à financer les locales. Et on a vu l'Allemagne, d'autres pays qui disaient non, ils sont prêts à financer, mais c'est le gouvernement togolais qui peut-être n'est pas aussi chaud comme on le pense. Non, mais si les partenaires étrangers ont cette bonne volonté, donc il va falloir que le gouvernement mette un canevas, un fil conducteur en place et puis éprouve aussi ses partenaires pour voir si
si c'est seulement au bout des lèvres que les promesses se font et qu'on aille rapidement. Il y a cette urgente nécessité de parvenir un jour à ces élections locales, parce que c'est ça même qui va essayer de poser le jalon même de cette démocratie à la base, parce que la démocratie, c'est ça. Et là, ça permettra également aux populations de donner du poids à tous nos acteurs politiques. Parce que tout le monde se lève, parle au nom de ces populations, mais on ne sait réellement qui pèse qui pèse quoi sur le champ politique. Donc là, avec les locales, donc on saura qui vaut réellement quoi, et les populations auront clairement à lancer des signes à tous les hommes politiques de notre pays. Et puis au-delà de l'aspect politique, il faut voir l'aspect du développement. Quand vous allez un peu dans les régions à l'intérieur du pays, vous allez comprendre que le développement est totalement en décrépitude. Vous allez constater que, que ce soit au niveau des infrastructures, que ce soit au niveau des grandes priorités d'un pays, l'éducation, la santé et puis le bien-être des populations, c'est la catastrophe totale. Et il n'y a pas ce pouvoir décentralisé qui puisse constater cela et qui puisse faire appel à des partenaires pour développer. Aujourd'hui, nous avons des programmes, par exemple, au niveau du PNUD. Normalement, le programme, le PUDC, ne devait pas être confié à des individus qui choisissent les localités qu'ils veulent pour aller développer. Par exemple, il y a des marchés qu'on doit construire. Mais des gens, peut-être par affinité, par acquaintance ou par intérêt, vont construire dans des marchés, dans des milieux où on n'en a même pas besoin. Alors que d'autres milieux sont là, qui sont disposés à accueillir des marchés, on ne les consulte pas. S'il y a une démocratie décentralisée, on sait que les populations peuvent même faire la demande au sein de ces partenaires-là. À l'endroit de ces partenaires, par exemple le PNUD, il y a même beaucoup de pays, beaucoup de villes à l'étranger, quand moi je vais un peu en Europe, aux États-Unis, il y a des pays qui sont disposés, ou des villes qui sont disposées à tisser des partenariats, des jumelages avec certains villages, certaines localités pour pouvoir amorcer le développement. Mais toutes les tentatives qui ont été faites ont échoué tout simplement parce qu'il n'y a pas une bonne gestion de ce jumelage-là. Ou bien ce sont les préfets qui s'accaparent des retombées de ce jumelage, ou bien ce sont des maires imposés qui sont appelés délégations spéciales qui s'en accaparent, et cela ne fait pas... Ça ne motive pas les partenaires. Ça ne motive pas les partenaires. Le projet GIZ, il y a plein de choses que les Allemands voulaient faire, mais ils sont un peu... toujours confrontés. Et puis il y a cette politisation à outrance. Quand on veut poser un acte, on veut faire tel à tel endroit, on dit que bon voilà, telle localité, ils sont favorables à l'opposition, et ou bien pour parler démocratie, il faut faire très attention parce que le pouvoir politique n'aime pas qu'on entend ces différents thèmes-là. Tout cela constitue des obstacles certains et il faut dire rapidement passer. Il faut éviter de dire qu'il faut coupler les législatives au local parce qu'il n'y a pas de moyens. Le gouvernement togolais a pris sur lui d'organiser à lui seul, de financer les élections législatives dans ce pays. Alors, si on a les moyens de le faire, c'est qu'on a autant de moyens pour organiser les locales, pour ne pas trouver des alibis, des échafaudages, des scoops pour dire que, bon, on a organisé les élections locales et les législations, on les a couplées et donné encore des résultats qu'on a toujours eu pendant les élections législatives. Il faut les dissocier pour avoir la crédibilité dans l'organisation de ces deux élections. On va évoluer, vous permettez. Je retourne à Kéro Dotarté, qui a donc sorti un dossier social cette semaine. Vous parlez des employés de la société Ranco qui, en principe, sont dans de beaux draps. On va les renvoyer bientôt selon vos infos. Oui, il faut le dire, nous sommes revenus sur le dossier de la société Ranco, qui est implantée au Togo depuis des décennies, mais qui crée des conditions de vie assez exécrables, des conditions de vie et de travail exécrables à tout son personnel. Donc là, je partirai de cette note à l'attention des boutiques Hortas que le nouveau directeur général de la SALT a envoyé à la société Ranco et à d'autres sociétés qui exploitent les boutiques. Donc depuis le 12 juillet, donc, ils ont été avertis qu'ils doivent débarrasser le plancher au 31 décembre parce que la SALT va procéder à un nouvel appel d'offres pour recruter ceux qui vont alimenter ou bien animer les boutiques Hortas au niveau de l'aéroport. Donc là, et vu les conditions de travail et vu les revendications du personnel, donc la société Ranco, la direction générale de la société Ranco a sauté sur l'occasion en envoyant des correspondances à ceux qui travaillent, à son personnel des boutiques Hortas de l'aéroport, comme quoi ils seront en chômage à partir du 31 décembre parce qu'ils n'auront plus à exploiter le temps
de refaire les appels d'offres et puis de les gagner. Ils n'auront plus de champs au niveau de l'aéroport. Donc là, ils ont profité de cela. Mais le X, c'est quoi? Selon nos propres analyses, il y a le porte-parole des délégués qui est en train de les gêner, qui travaille, qu'ils ont mis dans les boutiques Hortas au niveau de l'aéroport. Il y a 2 autres délégués du personnel qui sont là-bas, avec un personnel assez qualifié. Donc là, c'est comme si ceux qui les gênent sur le plan syndical sont logés au niveau des boutiques Hortas. Donc c'est l'occasion de s'en débarrasser. Oui, de les mettre à la porte par le biais de ce que le Code du travail concède par congé rapport technique. Oui, au congé technique. Le chômage technique. Oui, le chômage technique qui ne saurait excéder selon les articles 56, 57 et 58 du Code du travail 2 mois. Donc le personnel dans un premier temps a pris langue avec sa direction, mais malheureusement il y a une pratique aussi. Lorsque nous savons que la direction elle est indienne, mais lorsque le personnel togolais veut discuter avec la direction, c'est d'autres Togolais qu'on met devant qui représentent la direction, et les Togolais là, donc toutes les fois n'ont pas de solution et promettent de retourner à leur plus grand... Donc il n'y a pas de contact direct entre les employés et leur direction. Non, il n'y a pas ça, il n'y a pas entre le PDG, entre les Indiens, parce que c'est le comptable, c'est le... Oui, peut-être qu'ils ne parlent pas la même langue, les Indiens, ils ne parlent pas français, peut-être, on ne sait jamais. Non, mais il y a le personnel expatrié de Ranco qui parle même le Mina, donc ça ce n'est pas encore un argument. Revenons au sujet, lorsqu'ils ont posé le problème, le personnel des boutiques Hortas a rencontré la direction générale et a proposé à ce que le temps des 2 mois là, que va durer le congé technique, il soit redéployé dans les autres magasins en ville. Donc ils ont dit, la direction a dit qu'il y a un problème, un souci de sureffectif et qu'elle opte plutôt pour la mise en congé technique. Et le Code du travail dit un congé technique ne saurait dépasser 2 mois. Et c'est le même code qui dit en son article 58 que lorsque une personne a moins d'une année d'ancienneté, donc lorsqu'il survient un congé, un chômage technique, que la personne devrait être rémunérée à 50% de son salaire. Oui. Mais le mardi dernier, le lundi dernier, lorsqu'il s'était retrouvé, les syndicalistes et la délégation de la direction de Ranco à l'inspection générale du travail, donc là, la direction générale de Ranco qui propose éhontément à son personnel de les payer au tiers, ce qui n'est pas contenu, ce qui n'est pas dans le registre, dans le Code du travail. Donc là, le personnel a dit, nous allons aller consulter notre base et autres là. Donc il faut dire que il y a une volonté manifeste de piétiner les droits des travailleurs togolais au sein de cette société Ranco, et j'ai eu dire même qu'à la suite de notre publication, il ne cesse de convoquer régulièrement les délégués qui ont pris part à ces genres de réunions pour essayer de les intimider, que pourquoi est-ce que l'information est au niveau de la presse, comme si ce sont ces personnes qui nous ont donné les informations, mais ce qu'ils oublient, c'est que les informations nous viennent, on ne va pas préciser, donc les informations nous viennent plutôt de leur propre milieu. Donc là, ce n'est pas lorsqu'on pose un problème où le Togolais est massacré sur le plan travail, sur le plan salarial, lorsqu'on pose le problème, il va falloir que ces sociétés expatriées reconnaissent que le Togolais a de la valeur. Merci Kézo. Rapidement un mot là-dessus, Carlos, ça va passer. Oui, le cas de Ranco n'est que l'illustration de la situation de maltraitance et de mépris qu'on inflige au travail togolais avec la complicité de certaines personnalités du Togo. Ranco ne peut pas venir s'imposer depuis 40 ans que je connais cette entreprise qui est implantée et qui se développe, qui développe beaucoup d'autres activités, ne peut pas se donner le luxe, le plaisir de faire la tête vis-à-vis de ses employés sans toute impunité. Est-ce qu'il n'y a pas la loi? Il y a une loi, il y a une justice. Est-ce que la justice ne peut pas trancher? Est-ce qu'il n'y a pas une inspection de travail? Quelle est la responsabilité de tous ces acteurs qui devaient normalement voler au secours de ces employés? Est-ce que ces employés qui aujourd'hui se plaignent, est-ce qu'ils ont assigné, ils ont porté plainte, ils sont allés à l'inspection du travail pour exposer leur cas? Et qu'est-ce que l'inspection du travail dit? Qu'est-ce que la justice dit? Tout cela, il faudrait circonscrire toute cette situation pour voir que la situation qui se passe aujourd'hui à Ranco, c'est ce qui se passe dans toutes les sociétés de la zone franche où on exploite de façon vraiment exagérée les employés togolais avec la complicité de certaines autorités. Vous savez, il y a des ministres, il y a des députés, il y a d'autres autorités qui perçoivent des dividendes à chaque exercice de ces sociétés. Donc quand l'employé
est menacé, l'employé est maltraité, eux ça ne leur dit rien, ils protègent beaucoup plus l'employeur qui reste en complicité. C'est le cas de OACM, on a vu que des gens sont morts dans l'exercice de leur travail, mais parce que il y a des autorités togolaises qui sont actionnaires à cette société, on a laissé passer. Moi je me rappelle le dernier qui devait être évacué sur le Maroc pour être opéré afin de pouvoir recouvrer la vie, mais on a préféré qu'il meure ici au CHU, tout simplement parce que quand il meurt, l'indemnisation ne va pas dépasser les frais qui vont être affectés pour l'amener au Maroc. Et c'est scandaleux. Donc c'est l'autorité politique, l'autorité publique, le ministère du Travail, c'est tous ceux-là, et même la présidence de la République, qui doit redéfinir la façon dont les expatriés investissent au Togo. Et cela n'est pas propre aux Indo-Pakistanais. Nous voyons comment les Libanais maltraitent les employés au Togo. Nous voyons comment les Chinois exercent les relations qu'ils ont. Nous voyons comment tous les autres, même certaines entreprises qui sont togolaises, exploitent aussi les employés togolais, l'esclavage moderne, comme on peut le dire. Donc moi je pense qu'il faudrait définir un cadre juridique de travail assez efficace, assez huilé pour protéger les travailleurs. Sinon, tant que les gens auront des intérêts à tirer de ces sociétés, tant que les gens seront en connivence avec ces expatriés, l'exploitation de l'homme par l'homme va se poursuivre. Merci. Ranco n'est que l'illustration de tout ce qui se passe au niveau de la partie visible de l'iceberg. Voilà, merci Carlos, merci à Credo. On va dire un mot sur les États-Unis avant de rejoindre notre invité, M. Nicolas Lançon du PRR. Alors, Donald Trump est depuis donc mercredi matin le nouveau président des États-Unis. On a été tous surpris, mais curieusement, tel qu'on a accueilli la victoire de Obama en 2008, ce n'est pas le cas avec Donald Trump. Au contraire, on a vu dans plusieurs villes, dans plusieurs États, au niveau des États-Unis, les gens ont manifesté, les gens protestaient, ils ont brûlé les choses. On peut avoir les images si vous permettez, au niveau de la réalisation. Alors, à Los Angeles et ailleurs, les gens ont manifesté et vous dites non, c'est pas notre président. Alors, comment peut-on le comprendre, Crédit? Non, mais moi, c'est une situation que je n'arrive pas à comprendre. Est-ce que ce ne sont pas ces manifestants qui ont voté Donald Trump? Donc ça, c'est une grande interrogation. Donc les Américains doivent prendre leurs responsabilités. Et puis, je ne vois pas tout ce qui est cette gymnastique-là. Parce qu'ils ont préféré Donald Trump à Hillary Clinton. Et Donald Trump est devenu le 45e président des États-Unis. Donc, qu'on n'a qu'à le laisser faire sa politique, faire sa conduite des affaires de la cité. Et dans 4 ans, donc, je crois qu'on peut faire son bilan. Parce qu'on ne peut pas comprendre. Et là, si on a suivi même comment la campagne s'est passée, donc tous les sondages prédisaient Madame Clinton à la présidence des États-Unis, mais les Américains ont tenu à dire que, en fait, ils ont un autre message fort à envoyer. Le message fort, c'est l'élection de M. Trump. Donc, ils ont l'obligation d'assumer leurs responsabilités et puis de laisser les choses se dérouler comme cela se doit et ne pas faire comme certains pays africains où, lorsqu'on perd les élections, on mobilise les gens dans la rue. Alors, Carlos, qu'est-ce qui peut expliquer la défaite surprise de Hillary Clinton face à Trump? Oui, ce sont les forces de Donald Trump qui ont occasionné la défaite de Hillary Clinton. Vous savez, Donald Trump s'est fondé sur un certain nombre de capacités qui ont rapidement enivré et convaincu les électeurs américains. D'abord, quand on devait engager depuis le mois de juin les primaires, on a vu comment il a réussi à éliminer ceux qui étaient en pole position, Jeb Bush et l'autre là, comment on l'appelle, Scott Walker, et puis le radical Ted Cruz, qui est du Tea Party. Le Tea Party aux États-Unis, c'est l'extrême droite comme le FN à France. Et il y a beaucoup de partisans qui sont là, qui restent dans une conservation de l'intégrité territoriale des États-Unis, qui ne veulent pas des étrangers et tout ça là. Mais quand Donald Trump s'est engagé en tant que républicain dans cette bataille, il a rapidement rallié tout ce qui était au niveau de ce Tea Party là. Et cela lui a encore donné des voix. Et en plus, Donald Trump est un entrepreneur milliardaire qui a réussi. Les États-Unis constituent un pays libéral et capitaliste. Et on sait que quelqu'un qui est arrivé et a engrangé, avoir un capital de milliards de dollars, qui a des tours un peu partout, et qui a réussi,
peut facilement faire réussir les États-Unis dans les problèmes que ces États ont aujourd'hui, notamment la question du chômage, notamment la question de l'administration, où il y a certains qui s'opposent à une administration, je ne sais pas, intellectuelle de la Maison Blanche, Washington. Toutes ces personnes, je me suis rallié à Donald Trump. Et en plus, Donald Trump est un peu dans la cinquantaine, et il n'est pas dans la cinquantaine intellectualiste. Vous comprenez? Donc toute la couche de personnes, les catégories de personnes, un peu les vieux, qui sont dans les 50, 55, 60, 70, se retrouvent en Donald Trump parce que on se dit que ce n'est pas le monsieur qui viendra imposer des lois qui rentrent dans le domaine intellectualiste, ce n'est pas celui qui viendra rester dans des calculs, mais c'est celui qui est concret, qui a réussi en entreprise, qui peut faire réussir les États-Unis en entreprise. C'est ça qui a favorisé un peu Donald Trump. Et puis, les faiblesses de Hillary Clinton, vous savez, au niveau de ces faiblesses, d'abord, le fait qu'il soit compagne de Bill Clinton est un problème parce que les deux ont traîné des casseroles qui ont été exposées lors de la campagne avec le dossier des emails. Nous avons vu comment les Clinton se sont fourvoyés dans certains pays, notamment le Togo, pour créer des situations qui n'ont pas trop intéressé peut-être toute la classe politique. Sa visite au palais de la présidence dans le cadre de l'Union UFC, où on a présenté Gilles Olympio comme le trophée de guerre à l'époque pour dire que voilà, il y a eu apaisement, le Togo va bien parce que l'UFC et parce qu'il arrive dans les réseaux. Elle est dans les réseaux et puis elle n'a pas su dire aux Américains ce que les Américains pensent véritablement. Et enfin, pour encore caricaturer la situation, vous savez que les États-Unis, quand vous voyez, c'est comme la technologie, c'est le changement perpétuel. Aujourd'hui, ce logiciel est déjà désuet, il faut l'actualiser, il faut faire la mise à jour. Donc on a connu les démocrates, premier mandat avec Barack Obama, qui n'était pas accepté parce qu'il était noir. C'est par complexe de ne pas se présenter comme raciste que les Américains ont accepté Barack Obama. Il a eu son second mandat et il a fait 8 ans. Et après, on a essayé de positionner quelqu'un qui est cautionné par Barack Obama. Ça veut dire que c'est Hillary Clinton qui viendra au pouvoir, c'est un troisième noir qui vient encore diriger les États-Unis. Ça, ce sont des analyses que certains Américains, ces analystes américains ont fait. En plus, on est en train de craindre le fait que quand Hillary Clinton sera au pouvoir, ça fait encore une nouvelle vanne qui s'ouvre pour les femmes au pouvoir aux États-Unis. Et qui sait si Michelle Obama ne va pas se positionner après Hillary Clinton. Donc, accepter une femme aujourd'hui, peut-être 8 ans plus tard, on peut accepter aussi un gay. On ne sait jamais parce que bon. Oui, les États-Unis sont les États-Unis. Donc voilà un peu tous ces aspects. Et moi, je pense que l'arrivée de Donald Trump, je m'en veux. Quand j'étais à l'émission lundi, de ne pas pronostiquer la victoire de Donald Trump parce que je le pensais quand je voyais un peu comment la campagne est. Merci Carlos, merci Credo, mesdames et messieurs. La pause ministère s'impose derrière la pause. Notre invité, Nicolas Lawson. Suivez tous les lundis, mercredis et vendredis votre émission Toc Toc. Toc Toc passe au crible les grands sujets de l'heure et développe des thématiques sur le plan social, politique, économique, sportif et culturel. En studio pour en débattre des journalistes et des experts. Rediffusion la nuit à 22h30. Retour en studio avec notre invité. Ce matin, nous recevons pour vous Nicolas Lawson, le président du PRR, Parti du Renouveau de la Rédemption. Bonjour, monsieur le président. Bonjour. Alors, Donald Trump vient d'être élu nouveau président des États-Unis à la surprise de tout le monde. Et au Togo, les gens pensent que vous êtes le Donald Trump du Togo. Quelle est votre réaction? Non, il n'est pas élu à la surprise de tout le monde, puisque des gens ont voté pour lui. Donc ceux qui ont voté pour lui, qui l'ont choisi, et qui sont ceux qui vont prendre en main la destinée des États-Unis pour les 4 prochaines années, il n'y a pas de surprise. Parce que ce qui se passe, c'est quoi? C'est une onde de choc. Parce que les gens ont voulu établir un certain nombre de règles ou autres
Donc celui qui veut être président, il faut qu'il parle d'une certaine façon, il faut qu'il ne dise pas les choses comme n'importe qui. Non, non, il a montré son vrai visage, il a qualifié les choses par leur nom. Ça ne l'a pas dérangé de dire devant Hillary Clinton qu'elle est une crapule et que si lui vient au pouvoir, il va la mettre en prison et tout ça. Donc, c'est dit, les faits sont les faits. La vérité est la vérité. Il ne faut pas trafiquer, il ne faut pas prétendre. Et il n'a pas prétendu parce qu'il ne doit rien à personne. Comprenez? Il ne doit rien aux républicains, il ne doit rien aux démocrates et tout ça. C'est un self-made man qui a été porté par son père et qui a fait ses affaires, qui a réussi. Dans l'immobilier? Oui, et qui a eu le courage de dire oui, j'ai fait de l'optimisation fiscale et je n'ai pas payé d'impôts et j'ai le droit, puisque c'est dans le droit. Donc j'ai rien fait de mal et tout. C'est-à-dire la vérité. La vérité finit toujours par triompher. Et ce ne sont pas les hommes qui déterminent cet état. Il y a la providence. Vous comprenez? Il y a le destin et il n'y a pas de hasard. Pour ces temps-ci, c'est Donald Trump qui doit être là et il est là et personne ne peut empêcher. Alors, comment expliquer la victoire d'un self-made man, un homme d'affaires qui a fait fortune dans l'immobilier devant Hillary Clinton qui a fait l'université de Harvard? Elle a été première dame, secrétaire d'État, elle connaît les réseaux diplomatiques internationaux. Comment on peut l'expliquer que les Américains ont préféré quelqu'un qui est venu de nulle part, on peut le dire ici? Non, il ne vient pas de nulle part, c'est le rêve américain. C'est-à-dire, les Américains, ils aiment ceux qui ont réussi. Ce n'est pas en Afrique où on jalouse, on envie et on cherche à détruire ceux qui ont réussi. Chez les Européens... Honnêtement, bien sûr. Oui. Ceux qui ont réussi, honnêtement. Absolument. Ils ne les aiment pas. Ils préfèrent les malhonnêtes et autres. Donc, c'est normal que le temps que nous allons vivre prochainement, et une personne comme Donald Trump soit là aux États-Unis. C'est bien pour les États-Unis. Elle peut sortir, ce pays peut sortir et montrer à la face du monde ses démons éventuellement, parce que en tout homme et en toute nation, il y a les anges et il y a les démons. Comprenez? Et si c'est comme ça, on va en tirer les conséquences pour l'avenir et tout. Mais pour l'Afrique, Donald Trump est le bienvenu. Et je salue, et je rends gloire à Dieu Tout-Puissant pour que les Africains comprennent que leur destinée, ce n'est pas de l'extérieur. Tout homme doit forger son destin. Toute nation doit forger son destin et tout. Les mendiants qui viennent en politique et qui volent, qui pillent et qui veulent des délinquants dans ces pays-là pour venir les soutenir et faire croire à leur population qu'ils sont bien et tout, nous en avons assez. Il faut maintenant que les Africains comprennent que ce n'est pas le dur travail, le dur labeur, avec, en suyant qu'on arrive à quelque chose, qu'on produit quelque chose, et qu'on n'a pas besoin de l'Amérique, qu'on n'a pas besoin des Français, des Européens pour se développer. Les faits sont là. Notre diaspora, elle nous envoie bon an, mal an, au minimum 184 milliards par an. L'aide américaine est de combien? Peut-être 16, 17 milliards. Mais regardez-moi ça. Et on n'a pas de respect pour nos frères qui sont à l'extérieur et leurs parents qui sont là. Et on respecte un ambassadeur américain, il a dit, il veut, il croit que et tout. Et nos frères et nos parents n'ont pas leur mot à dire. Si le Togo tient aujourd'hui, ce n'est pas l'apport de cette diaspora, ce n'est pas le travail acharné de centaines et de milliers de Togolais que nous arrivons à percevoir les taxes, les impôts et autres qui permettent à cette minorité-là de piller ce pays, de s'enrichir et de maintenir cette minorité dans la misère. Oui, monsieur Nicolas Lawson, on dit vérité en disant des Pyrénées. Au-delà, Donald Trump est arrivé avec ses pensées et phrases fracassantes pour convaincre les Américains. Vous pensez qu'au Togo, en disant la vérité, en disant tel, vous avez volé, vous êtes voleur, vous avez tué, vous êtes criminel. En le faisant au Togo, ça peut s'adapter à la situation togolaise. Comment vous le faites? Ah, vous savez, moi, je prie le Seigneur Tout-Puissant de me donner une longue vie et une bonne santé, et je verrai un certain nombre de choses avant de mourir. Quand je disais dans le temps
que Eyekwe, c'est une imposture. Que Détiakwe. C'était une imposture. Que ça, on disait, ah oui. Quand je disais des choses, on disait, ah, de l'utopie ou des choses comme ça et tout. Et ça arrive. Au Togo, moi, ça ne me dérange pas. Je n'ai pas eu la chance de Donald Trump d'avoir un père qui était millionnaire pour me donner les moyens. Je suis né, je n'ai pas vu mon père. Ma mère non plus et tout. Mais je me suis battu. J'ai été en Europe et tout. Et je profite de votre antenne pour lancer un appel, mais vraiment, un appel ardent à nos frères et sœurs qui sont en France, en Allemagne, aux États-Unis, de se battre là-bas, de faire tout pour devenir ministre, député, président de France, de changer de nationalité. Absolument. De renoncer à la nationalité togolaise. Pourquoi pas? Mais, attends, vous aspirez diriger un jour le Togo, n'est-ce pas? Non, je leur dis, ah, mais moi je ne peux plus. Je dis, oui? C'est dommage que mes 4 filles, aucune d'elles ne veut faire la politique, vous comprenez? Donc, à tous mes amis, mes frères des Togolais et tout, qui le peuvent et qui le souhaitent, de se battre comme Barack Obama s'est battu pour devenir... Ça montre que tout est possible, tout est ouvert. Et que nous vivons dans un monde qu'on appelle un monde globalisé et tout ça là. Et cette histoire-là de dire, ah, il n'est pas Togolais, ou il est Kabier, ou il est ceci, cela, c'est une connerie. Nous sommes des hommes, et un Français, ah, s'il veut venir au Togo, et il y en a, comme des Libanais, qui ont la nationalité togolaise et qui sont plus puissants que toi et moi ici, avec des entrées faciles et tout ça là et tout. Je veux que les Togolais soient aussi puissants aux États-Unis, soient aussi puissants partout et tout. Et si demain, c'est ceux-là qui vont nous envoyer ce dont nous avons besoin pour nous accompagner. Parce que quand il va envoyer l'argent, il enverra pour son cousin, pour son neveu et tout ça là, vous comprenez? Et il va construire une maison, il va acheter quelque chose, il va envoyer ses enfants dans de meilleures écoles et tout. C'est pour ça que je dis ça, parce que cette façon de faire qui est limitée, qui est véritablement primitive des Africains, de dire il n'est pas ivoirien, il n'est pas gabonais, il n'est pas ceci, il n'est pas ça, il faut que les Africains arrêtent cette bêtise-là, comprenez? Quelqu'un qui a été ministre de la Défense pendant des années et tout, vous vous levez et vous avez comme programme qu'il n'est pas gabonais et que c'est un Biafrais. Alors qu'il a été ministre de la Défense pendant plus de 15-20 ans. Hein, et il est là et tout. Et au lieu de dire aux Gabonais, on en a assez de lui parce que son programme n'est pas bien, parce qu'il ne veut pas faire ceci, nous voulons ça et tout, et de présenter un projet de société. Non, on va sur tout ce qui est dérisoire et de la bêtise et qui soulève les instincts grégaires. Oui, votre langage, ça fait un langage de désespoir pour le Togo. Oui. Quand vous demandez aux gens d'aller s'épanouir ailleurs, ça veut dire que le Togo, ça ne va pas, qu'il y a désespoir et qu'on ne peut plus croire en ce Togo aujourd'hui. Non, c'est pas ce que je... vous pouvez faire cette interprétation-là, mais c'est pas ce que je veux dire. C'est pour dire tout simplement que, Barack Obama n'est pas noir. Les gens le disent et c'est une bêtise. Son père a été aux États-Unis, il a mis enceinte une femme qui est une femme blanche et qui de surcroît est une juive. Vous comprenez? Hein? Et quand Barack Obama s'est déclaré candidat, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai des amis et autres, des acteurs et autres, juifs et tout. Je suis le président Afrique francophone de France-Israël, donc j'ai mes entrées au Congrès juif mondial et tout, qui ont mobilisé des milliers d'étudiants pour aller faire campagne pour Barack Obama dans les swing states, comme la Floride, et voilà, la Pennsylvanie, la Caroline du Nord, et il a gagné dans ces États-là. Donc, c'est pas Barack Obama, quand on dit c'est un noir, et que les délinquants politiques africains et autres mendiants disent « Ah, il est noir, il ne nous a rien fait, on ne l'aime pas et tout ». Non, Barack Obama n'est pas un noir. Il est quoi alors? C'est un métis. Barack Obama est un métis. Son père Kenya, sa maman blanche, américaine et tout. La peau est plus noire que blanche. Hein? Non, ça c'est un truc de pigment et autres. Ça n'a rien à voir. C'est-à-dire le principe est là. Je veux que les Africains sachent que tant que nos soi-disant politiciens vont continuer à mendier,
à ramper devant des délinquants qui viennent de ces pays et tout. Parce que, vous savez, moi, quand j'étais en Europe et tout, j'ai été travailler avec Mitterrand. J'ai travaillé au ministère de la coopération en France. J'ai représenté la France au Parlement européen des jeunes et tout. Personne n'a pu empêcher cela. Personne n'a pu empêcher cela. C'est que c'est possible. Et on apprend énormément de choses. Et ce que nous apprenons là-bas, ça peut nous servir ici. Si même c'est pas à moi, mes enfants, mes cousins, mes neveux et tout ça là, ça peut nous servir ici. Mais la seule chose que nous devons retenir, et désormais, et je supplie les Togolais, c'est de se dire que personne ne viendra de l'extérieur pour nous aider à construire ce pays. Ce n'est pas notre travail, notre acharnement au travail que nous allons créer de la richesse, créer des emplois dont nous avons besoin pour pouvoir construire ce pays et tout. Donc tous ces gens-là. Oui, si vous le permettez, je voudrais revenir un peu. Après le 20 janvier, la date d'entrée en fonction de M. Donald Trump, comment entrevoyez-vous en tant que politique les relations entre les États-Unis et l'Afrique? Oui, vous savez, quand le George Washington disait qu'il faut pour le nouvel État américain de l'isolationnisme pour pouvoir se préparer et bâtir une société à l'intérieur des États-Unis forte et tout, on l'avait beaucoup critiqué et tout. Mais après, ça a servi énormément aux Américains et tout. Donc, si demain, Donald Trump vient au pouvoir et tout, nous ici, on n'a rien à foutre. Je vous le jure. On n'a pas besoin d'eux. Vous comprenez? On a besoin de financement américain. Quel financement? C'est le projet. Quel projet? On le voit, l'USAID. Oh là là là, quelle bêtise. Le projet de développement. Est-ce que vous savez, le transfert de la diaspora togolaise, depuis 25 ans, après les trucs des tueries de 25 ans, ce que la Banque mondiale a calculé, c'est 4100 milliards de francs CFA. C'est ça. Ce que la Banque mondiale a calculé, 4100 milliards de francs CFA et tout. Et si vous prenez l'aide de l'USAID et tout ça là, vous situez ça à combien? Vous situez ça à combien? Je vous dis, ça fait à peine 156 milliards de francs CFA par rapport à ça. Et en dehors de ça, ce que les Togolais eux-mêmes ont construit, ont bâti, ont travaillé, acheté des terres, cultivé des terres, acheté des maisons, acheté des choses et autres et tout, ça tourne aux alentours de 20 500 milliards. Comprenez? Donc, c'est nous-mêmes, d'abord. C'est nous. Comprenez? Et vous savez, si vous n'avez pas l'expérience que j'ai eue, ce que je suis en train de vous dire, vous ne verrez pas ça très clair. Comprenez? C'est-à-dire, ce que je vous dis, c'est sur des faits, ce que j'ai vécu, ce que j'ai étudié. Quand j'étais au Parlement européen des jeunes, j'ai été prendre la parole au Bundestag, j'ai suivi un certain nombre de débats sur le budget en France, au Quirinal, en Italie, et au Luxembourg et tout. Comment on prépare le budget d'une nation, et ainsi de suite et tout. Pourquoi ceci ou pourquoi cela et tout. Donc le Togo, je vous assure, le Togo, c'est parce que justement vous croyez et vous attendez qu'il y a des PNUD, il y a des tutus, qu'on attend. Et eux, où est-ce qu'ils trouvent l'argent? Où est-ce qu'ils trouvent cet argent-là? Pour venir vous aider. Les Occidentaux ne sont pas des imbéciles. La France seule, avec son histoire de compte d'opération commun à la BCAO et tout ça, ça leur fait 440 milliards d'euros chaque année qu'ils pompent en Afrique. 440 milliards d'euros. Mais quand j'ai demandé à Nicolas Sarkozy, je lui avais fait un dossier quand il allait en Afrique du Sud, par l'intermédiaire d'Olivier Stine, un mémorandum pour lui dire qu'il faut que la France engage 2 milliards d'euros seulement dans le cadre du co-développement avec l'Afrique et tout. Il a été dit ça, mais ils n'ont jamais engagé ça. Donc vous êtes devenu anti-impérialiste face à cette expérience? Non, je ne suis pas anti-impérialiste. Je dis, vous savez, quand j'étais au collège, au Dahomey, en 72, on a fait le coup d'état du 26 octobre, on était au CNAGEP et tout. Et après, j'ai écrit dans le journal de notre établissement, la Gazette Bertrand Dagnon, le titre c'était « Politique d'indépendance nationale, est-ce une révolution ?» Et j'attaquais à l'époque les ligueurs qui entouraient Mathieu Kérékou. Que non, vous n'avez pas besoin de dire « Vous êtes en train de faire une révolution, vous êtes anti-impérialiste, vous êtes ceci, vous êtes cela. » C'est comme dirait l'autre, le tigre
ne proclame pas sa certitude sur sa projet d'abord. Ce qui est de votre intérêt, allez-y. Est-ce que quelqu'un demain peut venir me raconter une connerie en tant que Togolais et me dire, par exemple, aujourd'hui, si vous prenez la dette du Togo, 1850 milliards, et on dit que ça fait 75% de notre PIB, et qu'on devrait s'arrêter à 70% et tout. Si notre PIB, 75% de notre PIB, ça fait 1850 milliards, mais c'est une anomalie, c'est inacceptable. Notre richesse physique, quantifiable comme ça, qui est la richesse réelle du Togo, moi je tourne ça aux alentours de 30 000 milliards. C'est ça notre PIB. Et le reste, ça passe où? C'est ça qu'on appelle, que nous avons dénommé et que j'ai dit en 2003, les capitaux morts. Vous comprenez? Non fongibles. Non fongibles. Et il faut les rendre fongibles. Donc demain, je dis 20 500 milliards. Si j'ajoute les 5 000 milliards que la diaspora a transférés depuis, ça me fait aux alentours de 25 000. De 35 et 25 à 25 500 milliards. Donc, je trouve la réalité parce que nous avons produit autre chose qui ne sont pas quantifiables aujourd'hui et tout. Donc, si on fait 115% de ça, si je veux demain, par exemple, faire 1% seulement de déficit de notre PIB réel, ça me fait combien? Alors, vous pensez que les institutions étrangères ne disent pas la vérité? Non, ça dit Mathieu Kérékou avait dit en 72, quand il était parti de Lomé après leur réunion pour partager les gâteaux, la BCAO à Dakar, la BEAD au Togo, et ainsi de suite, et rien pour le Dahomey dont il venait de prendre la charge, il a dit le néocolonialisme africain est plus dangereux que l'impérialisme international. C'est-à-dire, c'est l'ignorance de nos élites, le mépris de nos élites pour leurs frères et sœurs, leur cupidité, piller nos richesses nationales, aller déposer ça dans des banques étrangères, et quand ils meurent, ça devient la propriété de ces banques-là, parce que souvent, ni leurs femmes, ni leurs enfants ne sont au courant de ces réalités-là et tout. Donc aujourd'hui, nous avons une élite qui est criminelle, qui est diabolique, et qui égare les peuples, et qui fait croire au peuple que on va nous aider, l'Union européenne va nous aider. Donc si vous êtes, si demain en 2020 par exemple, M. Nicolas Losson devenait président, comme Trump, alors donc vous allez mettre fin à la coopération entre l'Union européenne et la France. Vous n'allez plus demander quand Trump a été élu, quel est son premier discours? Démocrates, républicains, indépendants devons maintenant travailler ensemble, n'est-ce pas? Donc, quand il a été voir Obama, qu'est-ce qu'il a dit à Obama? Il dit à Obama, on a fait 15 minutes, tout, mais on va se revoir et vous allez me donner des conseils. C'est pas ça. Il n'est pas bête, il n'est pas con. Il y a un certain nombre de rapports de force, il y a un certain nombre de réalités, ainsi de suite et tout, qu'un homme responsable, censé, doit tenir compte en son temps et tout. Je sais ce que je peux faire demain avec la France et tout. Quand des gens crient, racontent leur histoire, il faut sortir du franc CFA, le TTTA il faut abandonner, ce sont des conneries, vous comprenez? Vous voyez le Brexit, et pourtant la City c'est à Londres, et la puissance financière, les grands trucs c'est à Londres et tout. Mais quand ils ont voté pour le Brexit, la livre sterling a piqué du nez jusqu'à 18% et tout. Après ils ont renégocié, revoir les choses. Et l'oligarchie financière. Mais si vous sortez demain du franc CFA et tout, ils peuvent vous casser les reins. Mais vous avez dit tout à l'heure que chaque année, la France pompe 40 millions d'euros. Et donc, c'est pas ça. On devrait faire des réformes, mais des réformes intelligentes qui permettent désormais que certaines choses ne se passent plus comme cela. Comme quoi? Comme quoi? Mais vous savez, quand par exemple vous me dites que ma dette c'est 75% de mon PIB, mais non, moi je recalcule mon PIB, tu ne peux pas m'empêcher ça. Vous avez vu que le gouvernement de Goodluck Jonathan, à un moment donné, s'est levé et a dit, désormais notre PIB n'est plus comme ça,
ça fait maintenant 509 milliards de dollars et tout, et ils ont recalculé, et ils sont devenus la première économie en Afrique, n'est-ce pas? Est-ce que quelqu'un les a empêchés de redresser, de corriger? Et qu'est-ce qui empêche le Togo, par exemple, de calculer? Non, parce que ceux qui sont là ne savent pas de quoi je suis en train de parler. Mais il faut les approcher, il faut les Non. Quand même, en tant que citoyen togolais. Est-ce que ces gens-là, vous croyez qu'ils veulent que moi j'approche Faure Gnassingbé? Ils disent à M. Faure Gnassingbé, il est dangereux, il est mauvais, il ne faut pas le recevoir, il n'est pas bien. Il va venir, il va tout dire, il n'y a pas de secret pour lui, il n'y a pas cela et tout. Mais pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi vous n'êtes pas diplomatique? Pourquoi vous n'êtes pas... vous dites tout, vous dites tout, un peu peuplé, hein? Vous ne mettez pas les gants quand vous parlez. Non, vous savez, j'ai eu une dame au Ghana, elle est d'origine ghanéenne, elle est devenue députée du Parlement là-bas. Quand elle est venue à Accra, elle a vu des hommes à 200 mètres de l'aéroport en train de pisser contre les murs. Elle dit, c'est quoi ça? Et elle va à la télé, on lui dit, mais qu'est-ce qui l'a choqué? Elle dit, c'est ça. Tu vois, un homme n'est pas un chien et contre le mur d'autrui d'aller, elle n'a pas cru que c'est encore possible. On dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ça, il dit, il faut violenter les consciences. Vous comprenez? Il faut violenter les consciences en termes que, il faut dire aux gens les faits tels que les faits sont. Si on a tué 500 personnes, on est criminel. Il n'y a pas une autre façon de qualifier cela. Si on a volé, on est voleur. Hein? Et Noir, Assi Amidoué, Noir, comment? Non, l'euphémisme. Non, parce que vous devenez un homme corrompu. Vous ne pouvez pas être vertueux si vous trafiquez, hein? Et vous, c'est ça. Ça dit, moi je veux dire aux Togolais, tel que vous me voyez, c'est comme ça que je suis. Mais et quand vous serez président, vous allez parler comme ça à vos homologues? Quel homologue? Mais les autres chefs d'État. Est-ce que vous croyez que Donald Trump a parlé comme il parlait à Hillary Clinton, à Obama? Non. Non, mais le langage a changé. A changé. Ça donc, une question. Quand vous serez président, vous allez changer votre langage et votre discours. Absolument, parce que là, c'est une question de rapport de force. Je veux obtenir quelque chose et quand je mets sur la table mon intérêt, je vois l'intérêt aussi de mon adversaire ou de mon partenaire. Oui, mais est-ce que avec ce type de discours, vous ne voyez pas les raisons qui poussent les gens à vous empêcher d'approcher fort? Parce qu'en l'approchant, est-ce que votre langage là ne va pas changer aussi? Non, est-ce que M. Faure ne me connaît pas? M. Faure Gnassingbé me connaît. Sur les antennes? Mais bien sûr. Vous l'avez déjà rencontré? M. Faure Gnassingbé était à... Vous le pratiquez régulièrement? Gnassingbé Yadema était assis et Kofi Panou, Faure Gnassingbé. Non, en tant que chef d'État. Je l'ai rencontré 2 fois. Vous avez parlé ensemble? Je l'ai rencontré 2 fois. Il y avait mon ami avec lui? direct. Il y avait mon ami et frère Pascal Bodjona qui était là et tout. Et c'est lui qui a un truc. Et je profite de cette antenne pour dire à mon frère et ami Pascal Bodjona que j'ai beaucoup d'estime pour lui, de respect pour lui. Et j'ai su tout le temps que j'ai passé avec lui, il a toujours dit la vérité sur ses relations avec Faure Gnassingbé. Et je trouve que c'est le meilleur ami de Faure Gnassingbé. Vous comprenez? Tous ceux qui l'entourent là et qui lui racontent des histoires, qui ont monté le sale coup contre Pascal Bodjona et autres, ils sont dangereux pour Faure Gnassingbé et ils sont dangereux pour le pays lui-même et tout. Pascal Bodjona n'a rien fait de mal. Vous comprenez? Des gens sont jaloux, envieux et ont tout fait pour l'écarter du pouvoir, pour qu'il soit. Et aujourd'hui, ils ont mis le pays en faillite. Le pays est à la dérive. Ils n'apportent rien à Faure Gnassingbé. Ils se servent de leur nomination, leur titre et tout, pour voler, pour mentir, pour piller. Quand vous avez un ministre des Finances qui va à l'Assemblée, qui vous parle de Wassem, vous vous demandez, vous êtes où? Dans quel pays et tout? Comprenez? Dans un pays comme le nôtre qui a des difficultés, les Togolais bossent et tout, et puis le Togo n'a que 10% dans ce Wassem là et tout ça, et on dit des premiers ministres, des trucs qu'on volait, la presse dit tout ça et tout, et lui vient dire quoi là-bas? Nous devons nationaliser Wassem immédiatement. Nous devons nationaliser Wassem. Mais revenons à vos relations avec Faure Gnassingbé sur le plan politique. Comment ça a été? Non, ce Faure Gnassingbé, vous savez, c'est vrai, il a ses qualités, il a ses amis. Je ne suis pas de ses amis. Bon, mais c'est mon frère.
Vous comprenez? C'est mon frère. C'est votre président. Oui, c'est mon président, j'accepte, parce qu'un fait est un fait. Vous comprenez? Son papa m'appelait. Lui, une fois, quand le papa n'était pas content, c'était le 25 septembre 1998, je l'attaquais à la télévision, il a arrêté l'émission, brutalement et tout. On appelait par le coup de fil, bien comment? Non, il était venu, Kofi Pano, avec les militaires et tout. C'est pour ça que sans niveau de vie, il n'aime plus que je m'approche de la TVT. Mais un jour ou l'autre, je m'approcherai de la TVT. Oui, monsieur Nicolas, vous avez toujours analysé le Togo sur le plan économique. Cela veut dire que le problème du Togo, c'est beaucoup plus économique que politique. Les réformes, les élections locales dont les gens parlent, ça ne le regarde pas. C'est pas son problème qu'il nous foute la paix. Donc c'est une mauvaise sortie. Absolument. De quoi ils se mêlent? Pourquoi les gens... Nous sommes un pays souverain indépendant. Nous devons nous organiser comme nous l'entendons et tout. Mais il n'a aucun droit. Voilà, c'est ça ma souffrance. Vous comprenez? Et j'abomine ça. Quand vous allez mendier, les gens ne vous respectent pas. Comprenez? L'ambassadeur même de l'Union, le délégué de l'Union européenne, de quoi il se mêle aussi? Quand moi j'étais envoyé au Parlement européen pour aller m'abstenir pour l'entrée de l'Espagne dans la CE et tout, je suis allé, j'ai voté contre François Mitterrand qui nous avait donné la consigne de nous abstenir. Je dis mais l'histoire, tu ne peux pas arrêter l'histoire. Si tu dis, bon aujourd'hui je suis contre, mais tu verras que demain, ça va se passer. Donc vous avez été rigolo, donc j'ai voté pour. Quand je suis revenu à Paris, Mitterrand il a rigolé, il m'a regardé, il me dit étrange, mais bon, quand j'avais votre âge, peut-être que c'est comme ça que je pensais, ainsi de suite et tout. Oui, c'est-à-dire il y a des moments donnés où il faut que les gens sachent qu'il y a des limites à tout. Vous comprenez? Au Togo, par exemple, quand vous parlez de liberté, vous devez aussi parler d'ordre. Vous comprenez? Dans ce pays, oui, et de devoir aussi. Vous savez, nous n'avons pas encore une organisation, une méthode et tout pour aller à des élections locales qui soient utiles à la population. C'est pour ça que j'avais proposé de faire en sorte de doter toutes les préfectures de 3 milliards. Et avec des cautions jusqu'à 9 milliards et tout. Et qui va gérer? Parce que les préfets, avec une commission de la présidence ou de la présidence. Pourquoi les mairies? Alors, à quoi? Non, attendez. Parce que avant que si tu es maire de Lomé, comme Adegnon il est là, on dit on l'a mis là-bas, pourquoi? Parce qu'il vient de l'armée et puis il est de Baie. Qu'est-ce qu'il a fait pour ses frères de Baie? Il est militaire, est-ce qu'on voit ça? Mais il n'est pas militaire pour ses frères de Baie, c'est pour tout le Togo. Au moins qu'il fasse quelque chose. C'est pour ça qu'on l'a mis là. Mais ça aussi, on lutte contre ça, c'est pas vrai. Non, on ne doit pas lutter contre ça. Parce que demain, mon frère, c'est pas vrai. Demain, quand il va quitter là-bas et que les gens de Baie vont dire que le gouvernement n'a rien fait pour eux, ils vont dire, c'est votre frère qu'on a mis là-bas. Il est en plus au port. Il est en plus au port. Il a de la possibilité de faire. Il fait rien et tout. Donc voilà des réalités qui sont là et tout. Mais avant d'arriver à faire des élections locales qui soient utiles à la population et tout, il faudrait d'abord assainir la maison. Il faut faire une fondation. Donc on met en place, il y a 5 régions, on met 5 commissions en place, bien formées, bien organisées de techniciens. On en a au Togo, des gens intellectuels qui ont le sens de la planification et tout. On met ces 5 commissions et tout, qui aident les préfets à mettre en place les plans de développement, ainsi de suite et tout. Et puis, gérer ça avec un certain nombre pendant 2 ans. Une fois que l'État aurait mis en place ces projets, on va faire des élections locales et transférer cela au maire. Parce que quand le maire, tu viens, demain, tu es à la mairie ici, et l'État, pour la dotation financière, l'État dit non, nous on peut vous donner peut-être, parce qu'il y a austérité et tout, 500 millions. Mais le maire peut œuvrer avec les partenariats pour remplir les partenariats. C'est-à-dire, vous voulez qu'ils nous vendent aux étrangers. Malheureusement, il faut oublier ça. Moi, j'ai été membre du CNAGEP, la Coordination nationale des associations de jeunesse et d'éducation populaire en France, dans les années 80 et tout ça là et tout. Il y avait les ATD Carmon, les métiers du monde, tout ça là, on était là. Mais ces gens-là viennent en Afrique, certains pour survivre, et d'autres comme des espions
Vous comprenez? Monsieur Ainsi de suite. Non, non, on n'a pas besoin Est-ce que vous pensez que nos leaders de la classe politique de l'opposition luttent pour les locales, pour leurs propres intérêts? Absolument, je suis convaincu. Parce que si tu es... Mais le gars, il veut être appelé maire, tout simplement. Parce qu'il est député aujourd'hui. Et gérer l'argent personnel, tu vois, et gérer l'argent de la mairie pour lui. Le gars, il a 2 millions, quand il a la voiture, il a tout. Il va à l'Assemblée nationale, où il ne va même pas. Il sait que dans la Constitution, il faut le Conseil économique et social, qui est une obligation. Il faut le Sénat et tout. Il n'a même pas fait une seule proposition de loi pour pouvoir parler de ce Conseil économique et social. Il s'en fout. Tout ce qui l'intéresse, c'est 2 mandats de tout. Élection locale. Son intérêt. Ce n'est pas l'intérêt du peuple togolais pour le moment. C'est son intérêt. Merci, monsieur Nicolas Lawson. On vous remercie pour avoir répondu à notre invitation. Bon, votre mot de fait, attendez ce que nous suivons. Non, il faut dire que moi je prie, je prie beaucoup. J'ai pris ce que les gens appellent la Bible et tout ça là, et la foi, le savoir et tout. Et je demande aux Togolais de prier que Dieu Tout-Puissant aide M. Faure Gnassingbé pour qu'il balaye tout autour de lui, parce que ce gouvernement est devenu incompétent et nous amène à l'abattoir, dans l'abîme et tout. Et qu'ils se disent, ceux qui sont là, qui me racontent des histoires et tout, ce ne sont pas mes amis. Ceux qui me disent la vérité, ce sont mes amis et tout. Il avait voulu la réconciliation nationale. Je lui demande de se réconcilier avec ses frères, ses demi-frères, les Pacha, tout ça là, avec les Bodjona et tout, parce que c'est ensemble qu'on va construire ce pays. Il ne faut pas qu'on soit divisé, il ne faut pas qu'on fasse de l'ostracisme, il ne faut pas que quelques minorités soient là, autour de lui, et cumulent des postes. La directrice de cabinet, ministre du développement là-bas, tout ça là, c'est trop, c'est malsain, c'est pas bien. Le directeur du port, maire de Lomé, et Togo Télécom, tout ça là, c'est pas bien. Quand vous avez vos frères qui sont là, et que vos frères travaillent, Zémidjan, et tout, ils ont la maîtrise, ils ont tout. Mais vous, vous avez 3 emplois, et vous ne foutez pas grand-chose, vous devenez un criminel, vous n'êtes pas bien pour Faure Gnassingbé, vous n'êtes pas bien pour le Togo, alors que Dieu Tout-Puissant prie pour monsieur, et que nous prions Dieu Tout-Puissant pour monsieur Faure Gnassingbé, qu'il l'inspire, qu'il le guide, parce qu'aujourd'hui il est là. Si nous voulons le faire partir, ce ne serait que par une révolution, vous comprenez, ou par un coup d'État. Je ne souhaite pas ça pour mon pays. Je souhaite que les choses se passent pacifiquement et que fraternellement nous travaillons ensemble. Donc il doit balayer la maison. Il doit balayer la maison. Merci à M. Nicolas Lawson, je rappelle qu'il est le président du Parti du Renouveau de la Rédemption PRR. Merci à Carlos Kitoou de l'Independence Presse. Merci à Credo GTT du journal Le Médium. Merci mesdames, messieurs. Vous qui nous suivez partout dans le monde grâce au www.rcftogo.com. Merci à nos amis de City FM 89.9 MHz. La rediffusion c'est à 22h30 sur les 2 médias aussi, sur la chaîne YouTube de togovision.com, sur la radio FM Liberté Chicago, sur la radio Eben Radio aussi en France. Merci, à lundi, bon week-end à vous tous, et à lundi pour le numéro 100.